Voilà, aujourd'hui, bonjour à tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui se portera sur la généralité sur la microbiologie. On va voir une introduction, la méthode d'étude, morphologie bactérienne. Là, on va vous parler de la forme des bactéries, les éléments obligatoires d'une bactérie et les éléments facultatifs d'une bactérie. Mais avant tout cela, on va parler d'abord du monde vivant, ce qui est très important. Voilà pour la classification du monde vivant. Ce qui nous intéresse ici, d'abord, c'est de pouvoir résumer le monde vivant. Quand on prend le monde vivant est divisé en trois règnes. D'accord? On a un règne animal, un règne des protistes et un règne végétal. D'accord? Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les règnes des protistes. Ici, dans les règnes des animaux, on a les animaux, vous avez l'être humain aussi. Ici, nous avons les plantes et les arbres, n'est-ce pas? Ici, nous avons les règnes des protistes. Et parmi les règnes des protistes, on a d'abord les protistes supérieurs ou eucaryotes et les protistes inférieurs ou prokaryotes. D'accord? Et dans les protistes supérieurs ou eucaryotes, eucaryotes, ça veut dire les êtres vivants qui possèdent un vrai noyau. D'accord? Ici, ils n'ont pas un vrai noyau, il est juste l'ADN chromosomique. D'accord? Ici, parmi les eucaryotes, on a les protozoaires. D'accord? Les protozoaires, ce sont des êtres vivants doués de mouvements, une partie ou la plus grande partie de leur existence. D'accord? On a les algues. Ici, on ne parle pas des algues marines, non, on parle des algues microscopiques. Et on a les champignons. Ça veut dire les protozoaires, les algues, les champignons microscopiques, tout ça, ce sont des protistes supérieurs ou eucaryotes. Et dans les protistes inférieurs ou prokaryotes, on a les cyanobactéries, on a les bactéries. Les cyanobactéries n'est autre chose que des bactéries de la nature et des marines, d'accord? Ça veut dire qu'ils se trouvent sous les océans et se trouvent souvent dans la nature. Et ils n'ont aucune importance clinique, d'accord? Ils n'ont pas d'importance clinique. On a les bactéries, d'accord? Alors, parmi les prokaryotes, on a les cyanobactéries, on a les bactéries. Et parmi les bactéries aussi, on a les archéobactéries et on a les eubactéries. Les archéobactéries, ce sont les bactéries très très anciennes, d'accord? Et l'air semblable par rapport à ici n'est que ces bactéries-là, de la façon, leur observation microscopique est semblable à celui des bactéries. D'accord? Ce sont des bactéries très, très, très anciennes. Ici, on a les eubactéries. Et c'est ça qui nous intéresse. Quand on parle des eubactéries, ça veut dire que les bactéries, on va parler ici des bactéries pathogènes. Je vais vous résumer le monde des vivants. Le monde des vivants est divisé en trois règnes. On a un règne animal, un règne des protistes et un règne des végétales. Et quand on prend les règnes des protistes, on a les protistes supérieurs ou eucaryotes, on a les protistes inférieurs ou prokaryotes. Parmi les eucaryotes, on a les protozoaires, les algues et les champignons microscopiques. Parmi les prokaryotes, on a les cyanobactères, les bactéries. Et parmi les bactéries, on a les archéobactéries et on a les eubactéries. D'accord? Alors, par définition d'une bactérie, on va rassembler ça. Une bactérie, c'est un être vivant unicellulaire qui n'appartient ni au règne animal ni au règne végétal. Ils appartiennent au règne des protistes inférieurs ou prokaryotes. D'accord? C'est ça la définition exacte d'une bactérie. D'accord? Alors maintenant qu'on a parlé des bactéries, on va parler maintenant des caractéristiques d'une bactérie face aux autres éléments. Voici pour vous les caractéristiques des bactéries. Il faudra faire la différence entre les bactéries et les autres micro-organismes. D'accord? Et d'abord, on a l'absence des membranes nucléaires. C'est pour cela qu'ils sont des prokaryotes. D'accord? Ils n'ont pas de vrais noyaux. Et ils ont un chromosome unique sans diplosome. L'absence des mitochondries, ça veut dire pas d'appareil de Golgi. Et la présence d'un paroi. Et j'ai mis en entre parenthèses ici la peptidoglycane. D'accord? C'est là où on va mettre la différence entre
les diagrammes des bactéries, d'accord? Surtout au niveau de la membrane peptidoglycane. Alors, voici les caractéristiques de différenciation des bactéries par rapport aux autres micro-organismes. Et ils n'ont pas de membrane nucléaire. Ils ont un chromosome unique sans diplosome, absence de mitochondries, pas d'appareil de Golgi et la présence d'un paroi. D'accord? Maintenant, on va passer à... Voilà, voici les méthodes d'étude que nous pouvons faire pour les bactéries. On a d'abord l'examen à l'état frais. On a l'examen, on a les microscopes optiques, l'examen microscopique, ça veut dire, là-bas on va parler de la coloration des grammes, coloration des Gill Nielsen et l'optochine, n'est-ce pas? Et on a le microscope électronique aussi qui permet de nous donner l'ultracircuit des bactéries. Alors, je vais vous expliquer ici. L'état frais, ici, ça permet de voir en réalité la mobilité des bactéries. D'accord? C'est pour voir si la bactérie, là, elles sont mobiles ou immobiles. Maintenant, au niveau de la coloration des grammes, ça permet de classer, c'est une coloration qui permet de mettre en évidence des propriétés de la paroi bactérienne. Parce que ici, on a dit que dans les éléments de consistance de la bactérie, on a parlé de la paroi. Surtout, je souligne là-bas la peptidoglycane, d'accord? Vous allez voir que la peptidoglycane joue un rôle crucial dans la coloration des grammes. Et après la coloration des grammes, vous avez des grammes. On a les grammes positifs qui sont colorés au violet et les grammes négatifs qui sont colorés au rouge-rose. Pour la coloration des grammes, on utilise d'abord les violets des xanthianes, n'est-ce pas? Les violets des xanthianes pendant 1 minute. On a les ligols aussi pendant 1 minute. On a l'alcool pendant 30 secondes, d'autres disent dernière goutte incolore. Et on a la safranine, d'accord, pendant 30 secondes. La safranine pendant 30 secondes. Les violets des xanthianes colorent au départ toutes les bactéries en violet. Les ligols, ce n'est pas un colorant ici, c'est un mordant. Il permet de renforcer la coloration violette dans les bactéries. Et l'alcool que vous voyez, l'alcool ici est un décolorant. Il va décolorer les bactéries qui ont la mince couche de membrane peptidoglycane, à savoir les grammes négatifs, d'accord? C'est eux qui ont la mince couche de membrane peptidoglycane. Maintenant, la safranine vont colorer les bactéries qui ont perdu la coloration violette à l'étape de l'alcool. C'est un contre-colorant. Lui, il permet de colorer les bactéries qui ont perdu la coloration violette à l'étape de l'alcool. Et elles vont prendre la couleur de la fichue. D'accord? Pour la coloration des Gill Nielsen, c'est pour des bactéries, les bars, parce que les bars ne répondent pas à la coloration des grammes. D'accord? Pour leur coloration, on utilise la coloration des Gill Nielsen ou la coloration de l'uramine, n'est-ce pas? Maintenant, la coloration à l'optochine, ça c'est pour les leptospires, c'est-à-dire que les bactéries spiralées, d'accord? Maintenant, la microscopie électronique, ça, il permet de nous montrer l'ultrastructure, parce qu'avec les microscopes optiques ici, on ne peut pas voir l'ultrastructure. C'est la différence entre les microscopes optiques et les microscopes électroniques. Ici, il permet de voir les éléments fondamentaux, mais par contre, ici, il permet de vous donner en détail l'ultrastructure des éléments. Maintenant, on va passer à... Voici la structure d'une bactérie. C'est comme si on a fait une coupe longitudinale d'une bactérie. Ici, j'ai identifié ces éléments en rouge qui sont les éléments obligatoires d'une bactérie, parce qu'une bactérie est composée des éléments obligatoires ou constants et les éléments inconstants ou facultatifs. D'accord? Les éléments constants, là, je les ai identifiés en rouge, qui sont ici d'abord, lorsqu'on fait une coupe longitudinale d'une bactérie comme ça, c'est comme si on a pris une bactérie et puis on a pris une partie enlevée et on voit directement l'intérieur, d'accord? Ici d'abord, nous avons la membrane cytoplasmique qui est là, qui est en jaune, d'accord? Et ici, vous avez l'ADN chromosomique qui existe ici, d'accord? Et cet espace dans lequel baignent, que ce soit les plasmides et autres éléments, s'appelle les cytoplasmes, d'accord? Voici les cytoplasmes. Et à l'intérieur, juste à côté de l'ADN chromosomique, on a les plasmides, d'accord? Et ces plasmides-là, vous allez voir, très généralement, il est impliqué dans les toxines sécrétées par la bactérie, d'accord?
Et nous avons ici la paroi juste ici après la membrane cytoplasmique, nous avons là la paroi. Et cette paroi, c'est elle qui confère la morphologie des bactéries. D'accord? Et ceux qui sont écrits en blanc ici, c'est les éléments facultatifs. D'accord? On a d'abord ici, on a la capside, on a les pili qui entourent la bactérie et tout autour. On a les plis communs et les pili sexuels. On va voir les rôles de ces pili là juste après. D'accord? On a ici les flagelles. D'accord? Les flagelles, c'est les moyens de locomotion des bactéries. C'est les moyens par lesquels la bactérie peut bouger. Voici de façon schématisée la structure d'une bactérie. Alors, on connaît maintenant la structure d'une bactérie. On va parler maintenant de la morphologie bactérienne. Voici la morphologie bactérienne. Quand on parle de la morphologie bactérienne, on va parler des formes de bactéries, ce qui est très très important de pouvoir maîtriser la forme des bactéries. Et d'abord, on a les cocci. Quand on parle de cocci, ça veut dire ce qui ressemble à la forme arrondie. Vous allez voir des bactéries qui ont la forme comme ça, d'accord? Arrondie. On a la forme arrondie, on a la forme bâtonnée ou bâcie, on a les bâcis ou petits bâtons, vous allez voir, et ils sont comme ça, d'accord? Maintenant, on a la forme des spires, c'est-à-dire la forme spiralée, ceux qui ont la forme des ressorts, d'accord? Dans d'autres documents, vous allez voir qu'ils vont citer la forme intermédiaire comme une autre forme de bactérie. Ça, c'est pas grave, d'accord? Mais il faut savoir qu'on a trois formes et une forme intermédiaire. La forme intermédiaire est les cocobacilles. Les cocobacilles qui ont tendance souvent à avoir la forme des bacilles, souvent à la forme des cocci. D'accord? C'est pour cela qu'on les appelle cocobacilles. Ça veut dire que c'est une forme intermédiaire entre les cocci et les bacilles. D'accord? Voici pour vous la morphologie des bactéries. On a les cocci, les bacilles, les spires et la forme intermédiaire qu'on appelle les cocobacilles. Alors, connaissant les formes maintenant, on va parler des modes d'arrangement. Mais avant de passer à là, on va parler d'abord de la forme bâtonnée. Parce que dans la forme bâtonnée, là aussi, il faut savoir qu'on a ceux qui sont allongés droits. D'accord? On a ceux qui sont allongés incurvés en forme de virgule. Par exemple, c'est le cas du vibrio cholérique qui est responsable du choléra. D'accord? On a ceux qui sont allongés simiaises. Ils ne sont pas à ressort comme ici. D'accord? C'est la forme simiaise. D'accord? Dans la forme bâtonnée, on a des bacilles qui sont allongés droits, des bacilles qui sont allongés incurvés en forme de virgule et des bacilles qui sont la forme de simiaises. D'accord? Et maintenant, on va parler de leur arrangement maintenant. Maintenant, pour le rangement des bactéries, parce qu'ils ont, vous avez vu leur forme, n'est-ce pas? Maintenant, comment ils sont groupés, d'accord? Groupe ou leur mode de se grouper ou les modes d'arrangement. On va commencer d'abord par les cocci. Quand vous voyez ici des cocci, d'accord? On appelle ça diplocoque, d'accord? Maintenant, quand ils sont en forme de chaînettes, d'accord, qui se suivent, on appelle ça streptocoque. D'accord? Maintenant, lorsque vous les voyez en 4-4, d'accord, on les appelle la forme tétrate. D'accord? Et lorsque vous les voyez maintenant en forme de grappes de raisin, vous connaissez tous comment sont les raisins. D'accord? Ici, on les appelle staphylocoques. C'est caractéristique des staphylocoques. Et on peut les voir aussi de façon isolée, d'accord? On peut le voir un à un de façon isolée. Voici la disposition pour vous des cocci. On peut les voir en DD qu'on appelle diplocoque. C'est le cas des Streptococcus pneumoniae, des Streptococcus pneumoniae, d'accord, vous les voyez en forme de diplo, comme les méningocoques et les gonocoques, tout ça sont des diplocoques, d'accord. On a la forme des streptocoques,
ça veut dire que des coccyx qui sont en scénette, on a la forme des tétrades, on a la forme des damas, ça veut dire amas ou en grappe des régions qui est caractéristique du staphylocoque, et on a la forme isolée. Maintenant, concernant aussi les bacilles, d'accord, on peut voir les bacilles ici, des qu'on appelle les diplobacilles, d'accord. On peut les voir aussi des bacilles en scénette qu'on appelle les streptobacilles. D'accord. On peut les voir aussi de façon isolée ou bien de façon aussi en amas. D'accord. Voici le mode de groupement de quelques formes de bactéries chez les coccyx et les bacilles. Alors, quand vous voyez dans d'autres documents qu'on vous dit qu'on a des grandes formes et une forme intermédiaire, ces personnes parlent des coccyx et les bacilles et la forme intermédiaire qu'ils prennent comme les cocobacilles, d'accord? Et la forme spiralée se trouve là-bas dans les bacilles, c'est compris? Mais ici, on vous apprend il y a trois grandes formes. On a d'abord la forme coccyx, la forme bacillaire, la forme des spires et une forme intermédiaire qui est les cocobacilles, d'accord? Et nous avons quelques arrangements aussi des formes de bactéries généralement rencontrées, d'accord? Maintenant, on va passer aux éléments obligatoires et les éléments facultatifs d'une bactérie. Voilà, voici pour vous, on va parler maintenant des éléments obligatoires et des éléments facultatifs et vous dire les rôles sur la bactérie. D'abord, ici, parmi les éléments obligatoires ou constants, on a l'ADN chromosomique, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, on a les parois. D'accord, on va parler de l'ADN et son rôle. D'abord, l'ADN intervient dans la division cellulaire et régulation du gardien osmotique, et régulation du métabolisme, excrétion des toxines et phosphorylation des protéines. Vous allez voir ici, on va parler de l'ATP, d'accord? Fournition de l'énergie, d'accord? Et voici le rôle de l'ADN des bactéries. Maintenant, on va passer au rôle de la paroi des bactéries. Pour le rôle de la paroi bactérienne, ça lui permet de conférer la morphologie parce que c'est grâce à la paroi qu'on reconnaît la morphologie des bactéries. La coloration des grammes, parce que la coloration des grammes elle est basée sur la paroi bactérienne, n'est-ce pas? La résistance aux variations des pressions, la résistance aux enzymes, comme par exemple face aux antibiotiques, réaction immunitaire, LPS. LPS, ça veut dire la production des liposaccharides, n'est-ce pas? Et c'est les cibles aussi des antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui sont ciblés sur la paroi bactérienne, comme vous avez vu ça sur la leçon de la paroi bactérienne. Alors, nous allons revenir ici pour les autres éléments. On a d'abord, après la paroi, on va parler de la membrane plasmique que vous voyez ici. Vous voyez, que ce soit les plasmides, que ce soit l'ADN chromosomique se trouve entouré par la membrane plasmique qui est là. Après, l'autre élément est le cytoplasme. Le cytoplasme est l'espace entre la membrane cytoplasmique ça veut dire que je vous explique. L'espace ici, l'intérieur ici s'appelle le cytoplasme, d'accord? Ça veut dire que l'ADN chromosomique et les plasmiques baignent dans le cytoplasme. On va passer maintenant aux éléments facultatifs. Maintenant, voici pour vous les éléments facultatifs comme on les a écrits ici. La capside, les polices, les flagelles. Ici, d'abord, on dit que les capsides, ce sont des polysaccharides. Pour les mettre en évidence, il faudra faire la coloration à l'encre de Chine pour mettre la capside en évidence chez les bactéries. On a les plasmides. Comme vous le voyez ici, les plasmides qui est ici, lui aussi, c'est un ADN bicaténaire circulaire extra-chromosomique, parce que vous pouvez le voir, il n'est pas avec l'ADN en fait, il se trouve juste à côté de l'ADN, d'accord? Lui, vous allez voir que très généralement, il est responsable des résistances de la bactérie aussi, parce qu'il sécrète des toxines qui vont lutter contre les antibiotiques, c'est compris? Alors, on va parler maintenant des pilis. Quand on parle des pilis, ici, vous voyez que les pilis, ici,
Ce sont des éléments qui sont autour de la bactérie, d'accord? Et on a les plis communs et les plis sexuels. Ici, on vous dit que les plis, ce sont des prolongements protéiques qu'on appelle les pilines, qui sont autour des bactéries, comme vous pouvez les remarquer ici. Pour les plis communs, ils sont très nombreux et ils sont responsables des facteurs d'adhésion. Ça veut dire que quand la bactérie s'approche autour des muqueuses, c'est grâce à ces plis que la bactérie s'adhère aux muqueuses ou s'accroche à la cellule phagocytaire. D'accord? Maintenant, pour les pili sexuels, ils servent à la conjugaison. Je vous explique ici. La conjugaison est autre chose que souvent, il y a des bactéries qui transfèrent leur résistance l'un à l'autre. D'accord? Ça se passe par les pili sexuels. Vous trouverez qu'il y a deux bactéries qui sont en commun dans cette infection. L'autre bactérie a produit une résistance, mais grâce aux pili sexuels, et l'autre bactérie qui n'a pas produit de résistance peut être résistante grâce à la conjugaison de leurs pili. D'accord? Alors, l'élément en dernière position est les flagelles. Les flagelles qui est l'organe locomoteur des bactéries. Et en fonction de la disposition des flagelles sur la bactérie aussi, on peut classer les flagelles. Maintenant, voici la disposition des flagelles qui nous permettra aussi de classer les flagelles. On a d'abord les monotriches. Monotriche, c'est lorsque la bactérie a un seul flagelle, d'accord, sur un seul côté, d'accord. C'est un seul flagelle qui dispose la bactérie qu'on appelle monotriche. Maintenant, les flagelles qu'on appelle lophotriches, maintenant, vous allez voir, c'est plusieurs flagelles, mais sur un seul côté de la bactérie, comme vous le voyez ici. D'accord? Maintenant, amphitriche, c'est deux flagelles, mais au début de la bactérie, comme vous le voyez. C'est ça, amphitriche. Alors, péritriche, maintenant, c'est lorsque tout autour de la bactérie, il y a des flagelles. D'accord? En fonction de la disposition des flagelles, on a les monotriches, ça veut dire un seul flagelle. Lophotriche, plusieurs flagelles, mais sur un même côté. On a amphitriche, deux flagelles sur les deux bornes de la bactérie. Et on a péritriche qui a des flagelles tout autour de la bactérie. Alors maintenant, on va passer à la différence entre la paroi des grammes positifs et des grammes négatifs. Voilà, maintenant, voici pour vous la composition de la paroi des grammes positifs par rapport à la paroi des grammes négatifs. Comme vous pouvez voir ici, on a schématisé un peu, on a dessiné un peu pour vous la paroi. Je dessine mal, je sais, mais il faudra savoir qu'on dit que la coloration des grammes, c'est une technique de coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne. Et à l'intérieur de ces deux parois, on a un élément qu'on appelle la membrane peptidoglycale, qui est très large chez les grammes positifs et souvent, pas souvent même, est composé des acides teichoïques. Ici, vous avez la membrane peptidoglycane qui est trop mince, d'accord? Et puis, elle est perméable. Et puis, par rapport aussi à la deux membranes, on a une membrane externe aussi, c'est les grammes négatifs qu'on appelle la membrane externe. Et c'est cette membrane-là, en fait, qui permet de faire les échanges avec les milieux extérieurs. Et dans ces membranes-là aussi, vous voyez des éléments que j'ai mis au rouge ici qu'on appelle les porines, d'accord? Et vous allez voir que ces porines sont souvent à la base de la résistance de certains antibiotiques. Parce que certains antibiotiques ne sont pas capables de pénétrer dans ces sporines-là par rapport à leur lumière pour arriver à l'ADN pour tuer la bactérie. D'accord? Ici, c'est la gramme négative, on a des membranes, on a la membrane externe aussi qui permet de faire des échanges avec le milieu extérieur et qui est composé aussi des porines. On a les antibiotiques qui sont ciblés aussi contre ces sporines de la bactérie. D'accord? Et ici, vous voyez la membrane peptidoglycane qui est très large et qui est composée des acides teichoïques pour la sécrétion des toxines. D'accord? Maintenant, lors de la coloration des grammes, vous allez voir que ici, l'alcool pénètre et enlève les violets au niveau de leur paroi. D'accord? L'alcool pénètre, vous allez voir par les porines là, et puis enlever tous les violets qui se trouvent dans
dans ces bactéries. D'accord? Et par conséquent, elles vont prendre la coloration de la safranine ou ficine qui est de couleur rouge-rose. C'est pour cela qu'on dit que les grammes négatifs ont la coloration rouge-rose. Voici un petit résumé pour vous sur la microbiologie générale. Ça veut dire qu'on a assemblé ça sur, centré ça sur la bactériologie un peu. D'accord? On a vu la bactérie, on a parlé de la morphologie, de leur groupement, les éléments obligatoires, les éléments constants, d'accord, et leur rôle. Alors à bientôt pour d'autres leçons. On est